Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, les élections sont censées être des moments forts de la vie démocratique. Pourtant, qu'il s'agisse de la présidentielle, d'organisations professionnelles comme l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ou encore d'associations comme la MUGEPSI, un constat revient très souvent. Tension, contestation, division. Alors, faut-il y voir une simple coïncidence ou une véritable culture du conflit électoral? Les élections en Côte d'Ivoire sont-elles devenues synonymes de palabres? C'est le débat que nous ouvrons ce soir avec pour invité Dr Koné Mebra, politologue. Bonsoir, Dr Koné Mebra. Bonsoir, M. Daniel. À côté de vous, il y a Aouman Gaël Lapa, analyste sociopolitique. Bonsoir Gaël. Bonsoir Daniel. En face de vous, il y a Serge Kofi, vous êtes journaliste politique. Bonsoir Serge, merci d'être là. Bonsoir Daniel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre un peu de recul. Docteur Koné Mebra, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, chaque élection débouche généralement sur des tensions? Je voudrais vous remercier pour la question. Il faut dire que la problématique des élections en Côte d'Ivoire n'a pas toujours marché avec un climat paisible. Dès l'annonce des élections, les populations se sentent crispées. Elles ont peur. Elles redoutent le danger. Tout cela provient des constats, des habitudes, des effets négatifs que les élections ont créés lorsque on est convoqué. Et cela dans presque tous les types d'élections, à quelques niveaux des instances. En Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, ces joutes se terminent toujours par des cafouillages. Et je pense que cela est lié au ton avant, pendant le déroulement du scrutin. Le manque de transparence, des situations d'étouffement, surtout de la part de ceux qui, le plus souvent, gèrent l'instance ou l'institution. Manque d'ouverture, absence d'information, suspicion des acteurs entre eux, crée un climat qui étouffe la confiance avant l'élection. Alors c'est tellement devenu récurrent, Serge, qu'on a l'impression que c'est devenu normal. Oui, malheureusement, c'est devenu un peu, ça devenu l'apanage en fait de toutes les élections en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est à la base, on va dire, c'était sur le plan politique. Les élections sur le plan politique, mais malheureusement on constate que même tous les secteurs d'activité sont touchés un peu par, on va dire, par ce que je vais appeler en griffe, cette maladie-là. Alors pour répondre aussi à la question que tu as posée à Dr Koné Mebra, je pense que les raisons les raisons de cette situation sont nombreuses. Alors il a parlé de manque de transparence, dans le processus électoral généralement. Et à ça, moi aussi, je peux ajouter une volonté de tripatouiller les tests des acteurs. Souvent, généralement, peut-être c'est lui qui est dans la position, enfin, qui dirige l'association. Il y a aussi cette volonté de se maintenir là, dans la position des chefs. Et puis, il y a aussi que le jugement il est partial. Parce que généralement, lui qui est censé, l'organe qui est censé, ou l'institution qui est censée appartient à un bord. Voilà, généralement, est plus proche d'un camp. Donc, c'est tout cela qui favorise. Et puis, il y a une crise de confiance aussi entre les acteurs. Parce que même quand on va sur le plan politique aujourd'hui, il y a une la crise de confiance, elle est réelle. Aujourd'hui, quand on a vu dans le dialogue politique pour l'organisation de l'élection présidentielle notamment, quand une décision, enfin tout ce qui avait été pris comme décision, comme mesure, je vois que généralement l'opposition même critique. L'opposition estime que tout ce que le pouvoir prend comme mesure est déjà frappé d'une espèce de suspicion, une espèce de doute. Donc là déjà ça a contribué à ne pas clarifier tout le processus. Donc c'est ce qui provoque généralement, je pense que c'est crise. On le voit même à notre union, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, l'union offre un spectacle qui n'est pas digne même des journalistes en Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, les tests, même généralement, quand tu lis les tests, le test est clair. C'est ce qui est clair dans l'affaire. L'application reste une difficulté. Exactement, le test est clair. Mais on ne comprend pas pourquoi de l'application, il y a un problème.
Alors, et ça Et m'amène à chacun poser a une son question. interprétation aussi des différents Des articles. différents textes. Donc là, on ne s'en sort plus. Alors finalement, les Ivoiriens, est-ce qu'ils vivent les élections comme un moment de choix ou ils le vivent comme un moment de confrontation, Gaël? Tout dépend du contexte Hum. dans lequel cette élection se joue. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce cycle infernal depuis avant 2010. Voilà. Avant 2010, avec la présidentielle qui devait nous faire sortir de la période de l'histoire de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, où il y avait une partie qui était dans la zone de la rébellion et puis il y avait une partie républicaine. Donc en ce moment-là, les intérêts étaient vraiment très forts. Chacun voulait forcément gagner. Mais moi, je me souviens que malgré qu'on était dans ce contexte-là, on avait assisté à l'une des plus belles campagnes électorales. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas tous les jours que la Côte d'Ivoire a toujours été dans une position où les électeurs ont peur à l'approche des élections. Et je pense que c'est là même que ça a commencé parce que moi-même, j'ai été sur le terrain. On a fait une campagne qui était très bien. Les camps se dépassaient, riaient et jouaient même ensemble et tout. Le but, c'était comme ça devait se faire en fait. Et malheureusement, au résultat, on a connu la crise post-électorale. Après ça, le traumatisme, plus de 3000 morts. Avec ce que cette élection a fait, toutes les autres élections maintenant se sont enchaînées dans cette psychose. Ça veut dire que quelque part, le peuple même n'est pas encore guéri. Et c'est même pas pourquoi je à ce que un élément ce que Gaël est en train de dire, c'est même pas seulement l'élection de 2010. Moi, je fais le constat que depuis 1990, depuis l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire, l'élection qui vient de se dérouler en 2025 est la 7e de l'ère multipartite. De toutes ces élections-là, il y a toujours eu des violences. Peut-être, excepté peut-être l'élection de 2015 où le président Finguessan contre le président Alassane Ouattara, il n'y a pas eu trop de violence. Mais 1990, sous Foué Gbagbo, il y a eu des violences. Même si c'était une proportion assez faible. En 1995, on a connu le boycott actif du Front républicain. En 2000 élections, le général Guéya et le président Laurent Gbagbo, on a vu ce sur quoi ça a débouché. 2010, comme tu as dit, 3000 morts. 2020, là, en fait, ça c'est vraiment... Alors, ce sont autant de crises que vous êtes en train de mettre en lumière. Donc, la question, c'est un peu comme si j'avais pas fini. J'avais pas fini. Enfin, je vous laisse aussi la parole pour... Parce que, en fait, c'est quoi une élection? Quand il y a une élection, d'abord, le premier élément qu'il faut voir, c'est l'intérêt ou pas des populations, des leaders. La plupart de ces élections dont nous sommes en train de parler ici suscitent beaucoup l'intérêt. Donc, cet intérêt-là débouche sur le choc des ambitions et sur le choc des intérêts. Et puis malheureusement, on ne veut pas respecter les textes. Nos interprétations juridiques nous amènent toujours à finalement nous faire penser ou nous faire croire que aucun texte n'est juste tel qu'on le voit. Parce que l'analyse des textes juridiques, nos juristes eux-mêmes, quand ils viennent, ils interprètent ces textes-là en fonction de leur camp. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui, tout le temps, on est dans ce genre de problème. Il y a l'environnement électoral aussi. Quand je parle de l'environnement électoral, est-ce que l'élection est inclusive? Est-ce qu'on ne veut pas écarter des gens? Est-ce qu'on ne veut pas exclure un groupe? Est-ce que la liste électorale... Et là, on n'est pas seulement en train de parler de l'élection présidentielle. Voilà. Est-ce que la liste électorale... Vous voyez, tous ces problèmes-là mis ensemble, mais c'est tout à fait normal quand on voit ce qui se passe à l'UNJCI, aussi à la MIGEPSI. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans l'analyse. Docteur Kounemebra, est-ce que là, on ne ferait pas face à un problème de personnes, de système ou encore de culture politique? Alors, je vais dire que un homme sage a dit, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Pourquoi organisons-nous les élections? Les élections, c'est un rendez-vous d'un citoyen avec son instance ou l'institution qu'il dirige. Dans le contexte de l'élection du président de la République, c'est le rendez-vous d'un Ivoirien avec le peuple de Côte d'Ivoire. Dans le contexte d'une élection d'une corporation,
c'est le rendez-vous de l'individu avec sa corporation. Donc c'est une question de légitimité. C'est l'individu qui va se présenter à sa corporation ou à son peuple pour que son peuple lui dise ce qu'il pense de lui. L'élection, c'est pour renouveler les instances. Ça veut dire qu'on ne veut pas que la même personne dirige sur une longue période. Donc, à un moment, on se retrouve, si elle est légitime pour continuer, elle vient pour s'adresser à ceux qui co-gèrent l'instance ou l'institution avec elle, pour savoir s'ils sont toujours d'accord avec elle et avec sa façon de voir les choses. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est tout un mécanisme, c'est toute une organisation fondée sur des tests qui devraient être appliqués. Appliqués aux yeux de tous ceux qui sont appelés à compétir. Mais lorsqu'on doit aller dans ce processus et qu'il y a déjà des suspicions, lorsqu'on doit aller à ce processus et que les acteurs qui sont appelés à s'affronter ne se comprennent pas, le cafouillage existe déjà au niveau des acteurs eux-mêmes. Mais si le cafouillage est au niveau des acteurs, il va de soi que la conséquence du cafouillage primaire soit le cafouillage général. Alors, on parle également du non-respect. Je crois que Serge a abordé la question. Est-ce que c'est pas parce que les règles du jeu ne sont pas mal acceptées par les différents acteurs qu'on aboutit finalement à toute cette tension? Oui, c'est clairement c'est cela. Parce que généralement, toutes ces élections-là, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, en politique, ailleurs, généralement, je veux dire, à la base, les tests qui régissent ces élections-là sont déjà établis. Et elles sont claires. Mais maintenant, l'interprétation qui en est faite, c'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. Parce que les deux camps peuvent lire la loi, le test, et peuvent avoir des interprétations différentes. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'UNDCI. C'est ce qu'on a vu dans d'autres élections. Donc, généralement, à partir de là, ouais, c'est difficile de recoller les morceaux et c'est difficile de s'entendre pour la suite du processus. Parce que généralement, c'est ça. Même au niveau du football, moi, il y a une élection qui m'a marqué, c'est celle de l'élection à la présidence de la FIFA. Quand en 2021, il y avait eu Drogba, il y avait d'autres candidats. Vous avez vu toute cette passion que cette élection-là a générée. Tu as l'intérêt. Oui, c'était des intérêts. Parce qu'à la base aussi, il y a un candidat peut-être qui dérangeait tout le système, qu'il ne fallait pas voir dans le processus électoral. Le candidat aussi a usé de ses, je vais dire, de tout son réseau, il a activé tout son réseau pour être dans le système. Mais tout cela, ça a été fait, je pense, au mépris de ce qui était comme règle. Mais finalement, bon, l'élection s'est achevée, mais vous voyez, tant qu'on ne va pas respecter les tests, je pense que les élections, il va toujours avoir des palabres. Souvent, vous voyez les Ivoiriens qui ne manquent pas d'humour, on se plaît souvent à le dire, on dit même l'élection des chefs de classe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est encore des palabres. Ouais, on peut se poser la question. Alors finalement, les élections, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'elles sont mal organisées ou elles sont mal comprises, Gaël? Elles sont très bien comprises. Parce que tous ceux qui sont acteurs savent ce que c'est qu'une élection et ce que ça veut dire. Les électeurs, ceux qui sont appelés à les choisir, savent. C'est pour ça qu'ils sont dans le processus. Et les acteurs politiques, par exemple, c'est quoi leur responsabilité majeure dans ce processus électoral? Ça dépend du niveau auquel on se met. Il y a la présidentielle, la locale et tout. Parce que toutes les crises qui viennent sont... Toutes catégories confondues à partir du moment où on est politique. Voilà. En fait, non seulement, premièrement, il faut respecter les tests. Il faut accepter la différence, il faut accepter l'alternance. Parce qu'en société, ce qui nous régit, c'est quoi? Ce sont les textes. Sinon, sans texte, on est à l'état de nature, on est dans la sauvage. On est à l'état sauvage. Vous venez d'aborder là les responsabilités liées donc aux acteurs politiques, mais j'ai bien envie de savoir avec Dr Koné Mebra la responsabilité des électeurs dans le processus. Vous me permettrez, avant de toucher les électeurs, de toucher les acteurs, pour compléter ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Vous voyez comment on peut organiser un match et puis choisir l'arbitre dans le camp
d'un des compétiteurs. Êtes-vous sûr que le compétiteur dans l'équipe duquel l'arbitre n'est pas choisi va accepter de poursuivre la compétition? Naturellement que non. Regardez en Côte d'Ivoire. Avant, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. L'opposition a estimé, l'élection présidentielle, que le parti État avait tellement influencé les habitudes, était tellement entré dans les mœurs publiques, que la confiance était rompue entre les acteurs de la fonction publique et les partis de l'opposition. Et qu'en conséquence, il fallait trouver un comité indépendant, n'est-ce pas, pour pouvoir organiser les élections. C'est de là qu'on a abouti à la commission électorale indépendante. Quand on crée cette commission, l'objectif était de minimiser la présence des partis au sein du comité électoral. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Tous les partis, ou du moins les grands partis en griffe du pays, ont envahi la CEI. Le représentant d'un parti, quelle est sa mission? C'est de défendre l'intérêt de son parti. Même si ce dernier était face à la vérité des urnes pour satisfaire son parti, va-t-il accepter de reconnaître la défaite de son parti s'il devait subir des pressions de son parti à ne pas les reconnaître? Déjà à partir de là, il y a un grand problème. Docteur Kounemoué, on n'a pas forcément assez de temps. Je me permets voilà. Je vous propose de répondre la responsabilité des acteurs. La responsabilité des électeurs dans ce sens-là, c'est de défendre leur vote. On ne le dit pas souvent, mais les électeurs souvent sont eux-mêmes étonnés des résultats qui sortent dans des urnes. Quand on décide d'aller à une élection, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau local, ou que ce soit pour une corporation, le collège électoral est connu. C'est le collège électoral qui est convoqué. Mais le plus souvent, ils ne sont pas d'accord sur la liste du collège électoral. En Côte d'Ivoire ici, les électeurs, pour la plupart qui se sont retrouvés dans les bureaux de vote, il y a eu beaucoup trop d'incidents, M. Daniel. Il y a des électeurs qui sont arrivés dans des bureaux de vote qui n'ont pas trouvé leur nom. Il y a des électeurs qui sont arrivés qui ont constaté qu'on avait déjà voté pour eux. Il y a des électeurs, par contre, qui ont voté dans plusieurs bureaux de vote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, premièrement, il faut rendre autonome la CEI en faisant en sorte qu'elle ne soit plus constituée des représentants des partis politiques. Merci beaucoup. Pour parler maintenant du rôle des médias, cher Serge, est-ce qu'on peut aborder, est-ce qu'on peut penser que la manipulation de l'opinion fait partie de ces facteurs-là qui aboutissent à des tensions lorsqu'on parle d'élections en Côte d'Ivoire? Malheureusement, la presse, dans son ensemble, prête le flanc à ça, à la manipulation de l'opposition. Mais vous savez, moi je pense que la responsabilité de la presse, pour moi, elle n'est pas différente mais des acteurs et puis des électeurs. Pour dire vrai pour moi. Parce que ça rejoint un peu la question que tu as posée à Gaël tout à l'heure. Tu as dit, pourquoi il y a des problèmes dans les élections en Côte d'Ivoire, si c'est mal organisé ou si c'est mal compris? Pour moi, c'est les deux. C'est les deux à la fois. C'est mal organisé souvent, et puis souvent c'est mal compris. Alors je m'explique. Pourquoi il dit c'est mal organisé? Et le docteur Mebral a dit tout à l'heure, quand le juge, l'arbitre, est affilié à un camp, c'est forcément que c'est mal organisé. C'est comme un match de football. On va dire Côte d'Ivoire, Mali. Et l'arbitre, il est ivoirien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va forcément favoriser la Côte d'Ivoire. Et là, l'organisateur, en choisissant un arbitre venant de la Côte d'Ivoire, il n'est pas en train de créer les conditions, je vais dire... il y a des conditions de suspicion qui viennent naturellement. Donc ça, c'est l'organisation. Maintenant, pourquoi je dis aussi que c'est mal compris? C'est mal compris parce que souvent, les gens prennent les élections comme une question de vie ou de mort. Ouais. Quand on voit une élection, et je pense que les sportifs donnent le mieux exemple sur ce plan-là, il faut être fair play. Il faut comprendre qu'une élection, on peut la perdre et puis la vie continue. C'est l'exemple du Ghana, actuellement, on en a parlé tantôt. On peut aller à une élection, la perdre, le Sénégal ne tombera pas sur la tête et puis la vie continue. Mais quand on va à une élection, en allant sur la base du postulat
qu'on doit absolument gagner. Mais je crois que c'est la porte ouverte déjà au désordre, parce qu'on n'acceptera jamais sa défaite. Ouais, c'est pourquoi il dit que c'est mal compris. Maintenant, les médias, je pense que les médias devaient travailler quand même à une éducation des masses, que ce soit des acteurs, des électeurs, et puis même de tous les acteurs qui entourent tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire. Si ce travail il est fait, même malheureusement aussi, les hommes des médias sont des hommes de la société, sont dans la société. Donc eux aussi, forcément, souvent ils appartiennent aussi à des camps, donc ils travaillent aussi à plomber davantage même l'environnement. Donc c'est ce que je peux dire. Alors merci Serge. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 7 Info le débat. Au cours de ces échanges, nous abordons la question des élections en Côte d'Ivoire, histoire de savoir si elles sont synonymes de palabre. Toujours en ma compagnie sur ce plateau, monsieur Koné Mebra, juste à côté de lui, Gaël Aouman Lakba et Serge Kofi. On va s'intéresser à présent aux mentalités. Serge, est-ce que vous pensez qu'il existe une culture de la contestation systématique quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire? Oh oui, je le pense, mais aussi je pense aussi que généralement ce sont les chefs de file. Si c'est enfin quand on vient sur le terrain politique, il va dire les leaders politiques qui conditionnent les militants à contester les élections. Parce que généralement quand le discours il porte sur des velléités de fraude, sur la non-transparence du processus. Ouais, ce sont autant de discours qui conditionnent les militants. Et puis, ça les chauffe pratiquement à blanc. Et puis, cela aboutit généralement à des contestations violentes. Je me rappelle, je reviens sur l'élection présidentielle. Gaël en a parlé, l'élection présidentielle de 2010. Quand on a vu pendant toute la campagne électorale, au premier tour notamment, les choses sont déroulées bien. Ambiance bon enfant, tout était parfait. Mais vous voyez, quand on a vu au second tour qu'il y a eu le candidat du RH et puis le candidat de la majorité qui sont affrontés, il y a eu un discours qui a commencé à naître, où on faisait référence au père de la rébellion. De l'autre côté aussi, vous voyez, il y a eu des choses que je n'ai pas envie de revenir forcément si c'est ce qui a été dit, mais il y a eu des discours qui ont commencé à préparer l'environnement à ce à quoi on a abouti. Ouais. Tel que les résultats ont été proclamés aussi par l'arbitre, la commission électorale indépendante, rapidement, cela a débouché sur une guerre. Alors, il y a aussi un constat qui est fait. Lorsque l'arbitre, comme vous l'appelez, je ne parle pas forcément de la CEI, mais je tiens compte de toutes les élections auxquelles on assiste en Côte d'Ivoire. Lorsque l'arbitre proclame les résultats, il est souvent difficile d'accepter qu'on ait perdu une élection. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela, Gaël? Premier élément, c'est qu'on n'est pas faibli. On n'est pas préparé aussi mentalement à accepter la défaite. Voilà. Vous savez, que ce soit du point de vue des électeurs et même de leurs supérieurs qui sont les leaders qu'on doit élire, si on n'a pas une certaine dose de patriotisme, on peut se retrouver toujours dans ce cas de figure où il y a la violence, on brûle tout, on casse tout, on veut s'imposer par la violence. Alors que, justement, l'exercice démocratique ici, c'est la souveraineté du peuple. C'est là que le peuple met en exercice sa souveraineté, ce qui veut dire que c'est lui qui décide. Donc, comme Serge peut décider, comme Koné Mebra peut décider, comme moi peut décider, comme vous-même Daniel pouvez décider, c'est dans l'une là-bas que la vérité va sortir. Mais personne n'est au-dessus de l'autre. Une voix font 4 voix. Si les 4 on les met dans l'une pour une décision, certainement il y a un groupe qui va changer. Mais on ne veut pas le comprendre ici, on ne veut pas accepter la défaite. Et comme je dis, premier élément, il y a le patriotisme même qui a pris un coup. Aujourd'hui, on ne parle pas plus en termes de patriotisme, on parle en termes de sectarisme, de radicalisation. Voilà. Donc dans ça aussi, la manipulation trouve un boulevard et puis on manipule les masses, on les amène. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même plus à quel est vraiment le résultat qui est sorti. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on n'a pas raison? Il suit seulement ce qu'on lui dit comme un militaire. Ça, c'est la radicalisation. C'est pour ça que j'appelle plus à l'éducation électorale, à l'éducation civique. Si on réussit cela, parce qu'il faut travailler quand même sur la mémoire, il faut travailler sur l'esprit des populations. Si les populations sont bien formées,
si elles sont rompues aux valeurs du patriotisme, si elles sont surtout bien formées, même à la chose électorale, ce ne serait pas facile pour les leaders de les manipuler. Parce qu'ils pourront, lorsque le leader va dire, on donne un mot d'ordre, ils pourront poser la question au leader pour lui dire, mais ici, on ne doit pas donner un mot d'ordre parce que la loi dit parce que. Et voilà. Donc, en ce moment-là, la confrontation se fait. La confrontation, je veux dire, intelligente et intellectuelle. Mais quand ils ne connaissent pas tout ça, et puis ils sont là, pour eux, c'est le leader seulement, ils voient. Comme certains disent là, où Gbagbo va, il va. Ou bien, si Ado a dit, moi, si Ado mouton, moi, il m'en vais. On ne peut pas s'en sortir dans ça. Donc, c'est tous ces éléments mis ensemble qui peuvent expliquer ce qu'on vit. Et pour appuyer, si tu permets d'aller pour appuyer ce que Gaël vient de dire, lors de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, il y a une attitude que moi j'ai appréciée, on en a parlé même sur ce plateau ici, c'est Jean-Luc Billon. Qu'au lendemain, 2 jours après l'élection, il fait une déclaration officielle pour féliciter le candidat Alassane Ouattara, tout ça. Ouais, ce sont de bonnes attitudes. Imaginons que Jean-Luc Billon aurait dit le contraire, il conteste les résultats. C'est pas disant, aurait eu certainement une autre réaction. Mais quand lui-même prend la parole publiquement, il félicite son adversaire, il reconnaît sa défaite. Ça fait taire ses militants. Ça fait taire ses militants et puis ça pèse le climat. Ouais, donc, pour appuyer ce que Gaël a dit, c'est ça. Je pense que les leaders, ils ont un rôle d'éducation de leurs militants, les partisans. Et est-ce que la situation économique de certains militants n'expliquerait pas également ces tensions autour des élections en Côte d'Ivoire, Dr Mebra? Je vais revenir encore sur le principe même de la démocratie qui parle d'un principe d'adhésion plurielle. Et qui parle d'adhésion plurielle, c'est minimiser les questions économiques. Donc, si les militants sentent encore que la démocratie est un luxe, mais le processus est en danger. Et c'est là que viennent les questions d'achat de conscience, d'achat de volonté. En ce moment-là, on n'est plus dans une volonté honnête, dans une volonté sainte de se déplacer et d'aller participer à la construction nationale. On va parce qu'on est poussé par une velléité pécuniaire. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Voilà pourquoi nous devons éduquer. Nous devons éduquer les masses. Le rôle d'éducation des masses est d'abord l'affaire des leaders politiques. Ensuite, des leaders des organisations de la société civile. À côté de ceux-là, il y a aussi les leaders de communauté. Puisque la démocratie est ce principe universel auquel nous sommes tous attachés, tous, citoyens que nous sommes, à quelque niveau que nous sommes, nous devons travailler à construire une pensée démocratique, de sorte que même quand les leaders politiques sont en erreur de jugement, voyez la question que vous avez posée à mon co-débatteur tout à l'heure sur le fair play des leaders. Mais est-ce qu'on a des militants capables de contredire des leaders qui sont en erreur? Et Gaël l'a dit tout à l'heure, on va avoir jusqu'à des militants qui disent où tel leader va, j'y vais. Où tel leader dit ceci, j'ai plus de réflexion à faire. Donc, le problème que nous avons, c'est une question de culture, de civisme, d'approche, j'allais dire, d'approche civilisationnelle sur le concept de la démocratie. On doit comprendre que ce que je pense s'arrête là où je pense. Et que de ma pensée, en face de moi, je peux avoir des gens qui contrarient ou qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Et que si on adhère tous à aller juger nos pensées diversifiées, on doit accepter que le résultat qui sort du système qu'on a décidé pour juger nos pensées, on doit avoir un esprit de fair play pour l'accepter. Serge le disait sur ce plateau, je vais donc aborder la question des institutions et du cadre juridique. Il disait que les lois
électorales, elles sont établies, elles sont claires, mais souvent, généralement, elles ne sont pas respectées. Pour revenir donc à toutes ces institutions, pour revenir au cadre politique, est-ce qu'on doit penser à réformer le système électoral, quel que soit l'endroit où on se situe? Oui, forcément. Il faut le clarifier davantage. C'est le terme que je préfère. Il faut le clarifier davantage. Parce que vous savez, quand quelque chose n'est pas clair, généralement, c'est ce qui suscite des suspicions. Même, on revient sur le terrain politique, généralement, qui provoque beaucoup plus de tensions. Quand on regarde, aujourd'hui, on a vu la dernière élection présidentielle. Avant même le scrutin, il y a eu quand même des débats. Débat sur quoi? Sur l'environnement juridique et institutionnel même de l'élection. L'opposition a estimé qu'il fallait réformer la CEI parce qu'elle n'avait pas confiance en la CEI. L'opposition a estimé qu'il fallait réviser la liste électorale parce qu'elle estimait qu'il y avait quand même des choses à revoir sur cette liste-là. Elle a même proposé, comment on dit ça, je sais pas, des choses, mais je vais dire, ouvrir tous ces aspects qu'elle a évoqués là, si ça avait été remis à plat, que ça avait été justé, il n'y aurait certainement pas eu de violence. Parce que quand un camp estime que les choses sont en train d'être menées, telles que les choses sont en train d'être menées, c'est pour qu'il soit, je vais dire, qu'il soit floué à la fin. Et généralement, la suspicion naît naturellement, et puis les doutes naissent, et puis la contestation naît aussi, évidemment. C'est pourquoi je pense que pour toutes les élections, il faut clarifier. Moi, dès qu'un truc n'est pas clair, regardez même le système du parrainage citoyen. L'opposition dénonce. Je pense que l'objectif d'une élection, ce n'est pas de créer, ce n'est pas de provoquer des morts. Si on parle de ce postulat, ce n'est pas de créer des morts, c'est plutôt pour permettre au peuple, comme le docteur Mibra l'a dit, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple, pour permettre au peuple, ou du moins au pays, de se doter de nouveaux chefs, de nouvelles institutions. Donc, tout ce qui devait contribuer à assombrir un peu le processus, pour moi, devait être mis à l'écart ou bien rediscuté, remis à plat. Dès que le système de parrainage citoyen a commencé à poser problème, l'opposition en a parlé, pour moi, j'estime que ça devait être remis sur la place pour en rediscuter, pour voir un peu les modalités d'application. S'il fallait peut-être momentanément suspendre ce processus-là, pour mettre tout le monde à l'aise. Parce que le but d'une élection, c'est quoi? Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas de la violence. Donc si dans le processus électoral, il y a un aspect qui pose problème, on en rediscute, ou bien on le met momentanément, pour que les choses se déroulent bien. On a beaucoup parlé de la politique, mais j'aimerais rester avec vous pour aborder la question au cœur de l'UNJCI. Il y a également un problème au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'état des lieux aujourd'hui, c'est lequel? Alors, je ne sais pas pour le moment. Je sais qu'aujourd'hui, la justice avait mis en veilleuse tout le processus. Elle avait demandé au comité exécutif sortant de mettre en veilleuse la suite du processus. C'est-à-dire, puisqu'il y avait une procédure judiciaire, ou du moins, s'il y avait un camp avait saisi la justice, expliquant, pour notamment expliquer, enfin, il y a un camp, le camp de Marie-Laure Ngolan, qui estime toujours que l'un des candidats, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Franck Etienne, n'avait pas qualité pour être candidat. Parce qu'il ne respectait pas les conditions. Donc elle a saisi la justice est en train de faire son travail. Donc pour le moment, on va dire le processus est arrêté. Mais vous voyez, moi j'ai lu les tests de l'UNJCI. J'ai lu les tests, vous voyez, j'ai pas envie de m'inscrire dans un camp, mais j'ai lu les tests. Généralement, quand tu lis les tests, tu te dis, mais tu ne vois même pas où est le problème. Il faut juste les appliquer. Mais l'application reste une difficulté. Quand tu lis les tests, c'est clair, il n'y avait pas de problème. Mais seulement, c'est que c'est l'interprétation qui est faite. Il y a un camp qui estime que non, lui, il a le droit d'être candidat. L'autre qui estime que non, il n'a pas le droit parce qu'on te sort aussi un autre test de loi. Donc finalement, bon, on ne s'en sort plus. Si chacun a son interprétation, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vais peut-être chuter par là pour moi et ça va résumer tout, je vais dire tout ce qu'on aura dit. Le problème des élections en Côte d'Ivoire, je pense que tant que on ne va pas s'asseoir, s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire comprendre clairement le processus, éviter de se maintenir, il va toujours avoir des problèmes. Gaël, quand on entend tout ça, on pourrait conclure que l'ensemble de ces tensions viennent à fragiliser la démocratie. Oui, je le disais tantôt, la démocratie en Côte d'Ivoire n'est pas aboutie, elle est en construction. Et moi, je pense que il n'existe pas en même temps aussi de processus parfait. Mais ce n'est pas une manière de cautionner ce qui est. Mais c'est que la société même doit pouvoir s'entendre au moins sur l'essentiel. Voilà, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que les textes premièrement soient appliqués. L'essentiel c'est que par exemple on ait une commission électorale
véritablement indépendante en Côte d'Ivoire ici. L'essentiel, c'est que quand on décide qu'on doit réviser la liste électorale, que ce soit fait. L'essentiel, c'est qu'on ait des processus inclusifs et non exclusifs. Parce que quand des gens sont exclus, c'est leur point de vue. Parce que comme on le disait tout à l'heure, vous savez, il y a le pouvoir, il y a l'opposition, il y a la société civile, et puis il y a la justice. La justice est censée être au milieu de tout cela pour trancher lorsqu'il y a des différends. Mais quand en même temps aussi, du côté de la justice, on pense qu'elle n'est plus transparente, encore il y a problème. C'est comme si en fait, le système est enrhumé. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour essayer de trouver la solution. Ce ne sera pas une panacée, mais quand on est dans un pays et qu'on veut évoluer, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde, sauf que pour le moment en Côte d'Ivoire, bon nombre d'élections sont facteurs de division durable. Ça veut dire qu'il y a quand même un impact sur la cohésion nationale. Ben, évidemment, il y a un impact. Et c'est pour éviter tout ça que nous appelons à créer des conditions de transparence. L'élection, c'est quand même, pour moi, c'est le transmetteur d'onction. L'élection, c'est le gage de la crédibilité du candidat et pour finir du leader qui est soit désigné ou élu. C'est à cette étape que tous les acteurs devaient tout faire pour inspirer, j'allais dire, pour inspirer l'assurance de tous les participants. Mais ce n'est pas fait ici. Il y a des mots. Démocratie, c'est quoi? C'est la justice qui est autonome. La démocratie, c'est quoi? C'est les lois qui sont respectées. La démocratie, c'est quoi? C'est les chefs qui ont la même appréciation devant la loi que les plus petits de la population. La démocratie, c'est quoi? Mais c'est le régulateur des réseaux sociaux qui régule et qui régule de façon objective. La démocratie, c'est quoi? C'est en clair respecter les tests, respecter le processus et que les hommes qui incarnent les responsabilités soient intègres. Soient intègres. Et le sentiment du patriotisme. Se disent à un moment qu'on est là pour travailler pour notre pays. Regardez par exemple, permettez, regardez au Sénégal. Le président Macky Sall à sa sortie convoque une assise nationale. Après l'assise nationale, il décide de reporter les élections. Le juge constitutionnel, sous le régime de Macky Sall, estime que le président n'a pas compétence pour reporter les élections qui sont constitutionnellement prévues. Il annule la décision du président de la République. Voilà ce qu'on appelle un État démocratique. Un État démocratique. Là, qui a joué le rôle? Qui a joué le rôle de la transparence? Qui a joué le rôle de l'anticipation de la transparence électorale? C'est le juge constitutionnel qui a été nommé sous le régime de Macky Sall. Donc, il faut que chaque homme qui a une responsabilité institutionnelle se dise qu'il est là pour accomplir un devoir patriotique, un devoir de citoyen. Regardez par exemple, et en France, la dernière élection, Marine Le Pen n'a pas obtenu le parrainage. Et là, je rejoins mon co-débatteur Serge. Comment on peut comprendre un parti qui a 45% du suffrage en France, mais qui n'est pas réussi à rassembler les parrainages des élus? Toutes les voix concordantes de la politique française se sont levées et on dit quoi?
c'est une atteinte à la démocratie française. Le président Macron lui-même, les figures très importantes de la classe politique ont appelé les élus à donner leur parrainage à Marine Le Pen en disant que le fait de donner son parrainage n'était pas forcément une adhésion politique. C'est comme ça que Marine Le Pen, qui a 40% du suffrage de l'électorat français, a obtenu. Pour dire quoi? Pour dire que les artifices pour étouffer le système électoral, tels que le parrainage citoyen, c'est des choses qu'on doit bannir. Alors, Dr Kone Mebro a mis les pieds dans le plat. Hein. Je veux qu'on aborde là les solutions. Il en a parlé de façon succincte tout à l'heure. Serge, comment est-ce qu'on pourrait rendre les élections, mais vraiment apaisées en Côte d'Ivoire? Alors, pour moi, peut-être ce que je vais dire, c'est peut-être un peu réducteur, mais pour moi, c'est l'argent, les privilèges et puis les positions qui font courir les gens. Parce que quand tu vois le point commun de toutes ces élections, en réalité, c'est ça. C'est peut-être réducteur, mais c'est la réalité. C'est l'argent, les positions et puis les privilèges qui sont rattachés au poste qui est convoité. C'est aussi simple que cela. Sinon, en temps normal, je pense, pourquoi on cite l'exemple du Ghana? Parce que là-bas, les acteurs politiques notamment ont compris qu'une élection, je l'ai dit, c'est pas une question de vie ou de mort. On peut perdre une élection et puis la vie continue. Et puis on peut avoir même une vie bien meilleure après la fonction présidentielle. Mais est-ce que cela est compris dans tous les pays d'Afrique? C'est cela. Parce que ici, on veut se maintenir. Pas seulement pour soi, mais aussi pour son clan. Pour son clan, ses proches, ses partisans. Ouais. Tant qu'on va rester dans ce paradigme-là, je ne sais pas si les élections seront synonymes de pain jour en Côte d'Ivoire. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir si on doit encore renforcer l'éducation civique. Bien sûr. Et il ne faut même pas finir. Sensibiliser les masses, sensibiliser les jeunes, les éduquer à la démocratie depuis même les classes de primaire. Et puis quand ils sont jeunes à l'âge de voter, tout ça, il faut tout le temps sensibiliser à l'affaire électorale. Le fair play électoral, comment on vote. Et tenez-vous bien, est-ce que vous savez qu'il arrive plusieurs fois que des représentants de candidats dans des bureaux de vote ne connaissent même pas leur rôle? Ce qui fait que parfois, le processus commence, lui qui est là dans le bureau de vote, qui doit être l'œil et l'oreille de son candidat, souvent quand il est midi 13h, lui il se lève, il sort, il s'en va. C'est peut-être l'argent ou le privilège qu'il a envoyé dans le centre. Donc il y a d'autres, ce qui manque de formation, il y a le côté aussi pécunier de l'affaire, parce que quand on parle aussi du côté pécunier, il y a le niveau, parce qu'il y en a aussi, on peut justifier par la misère, le fait que les gens ne sont pas au travail. Donc il suffit d'un petit truc, même du pain, avec du pain, il peut tout de suite retourner sa veste. Maintenant, il y a un élément aussi qui est important, qu'il convient de souligner, c'est le fait que les politiques, ce sont eux en fait en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, qui occupent tous les postes de haute responsabilité. Donc pour être à un poste de haute responsabilité, en tout cas, je pense qu'à une certaine proportion, ce sont les politiques qui sont, c'est leur affaire, c'est leur chasse gardée. Combien de fois on met des gens à des postes pour leurs compétences, parce que le gars il a fait telle université, il a fait telle preuve par l'expérience, sans aucun attachement politique, on vient, on le détecte, on le prend et puis on le met à ce poste-là. Est-ce qu'on voit ça beaucoup? On voit plutôt des gens par le mérite de leur fidélité politique, on les installe là. Et c'est quand eux ils sont là maintenant que peut-être ils cherchent à prendre des compétences. Non, c'est que non seulement ce que Gaël dit, c'est tellement intéressant parce que ouais, même quand on sort même de la sphère politique, quand on prend même dans tous les autres secteurs, ouais, il y a toujours celui-là est le candidat de tel ministre ou du pouvoir. Ça s'est vu, on l'a vu à l'élection de la présidence de la FIF. Le fiel de... Non, celui-là était le candidat de telle personnalité, de tel baron du pouvoir. Même aujourd'hui à l'UNICI. C'est pratiquement pareil. On entend qu'un tel est le candidat de tel ministre. Ouais, c'est un peu, comme il a dit, c'est les politiques qui tirent les ficelles. Parce que c'est toujours dans la même logique du positionnement. Ouais, quand on veut contrôler tous les secteurs d'activité, toutes les sphères de la société, quand on veut contrôler, on aboutit à ça. Il y a un mot qui revient beaucoup, généralement, quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, c'est le dialogue. C'est quoi sa place aujourd'hui pour aboutir, bien évidemment, à des élections apaisées? Ben écoutez, le dialogue,
C'est le consensus. Est-ce qu'en lui seul, il suffit pour aboutir à des élections apaisées? Pas du tout. Il faut que nous ayons des personnes de bonne volonté. Vous savez, le président Rawlings a dit, quand il est venu à la tête du Ghana, il dit nous allons établir un système au Ghana de telle sorte que même si le diable venait au pouvoir au Ghana, il ne puisse rien changer. Vous voyez, ça c'est la volonté de l'homme. On aura beau dire, il nous faut quelqu'un pour constituer le fer de lance d'une réforme démocratique en profondeur. Je vais dire ce dicton qui dit par exemple, une armée de moutons dirigée par un lion sera toujours meilleure et clairvoyante qu'une armée de lions dirigée par un mouton. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce n'est pas la forme de la tête qui détermine la qualité d'un système, c'est le contenu de la tête. Si nous n'avons pas des guides, si nous n'avons pas des dirigeants capables de se surpasser et de se dire qu'ils sont l'exemple d'une génération à venir, on va beau faire. C'est pas au peuple. Les éducations citoyennes, ça existe. Depuis nous sommes petits, depuis nous sommes à l'école primaire, dans l'éducation citoyenne, on entend parler des élections. Mais on a grandi. Serge l'a dit. Quand des opposants viennent au pouvoir, que devient leur approche face au système électoral? On a besoin d'hommes politiques honnêtes. On a besoin de leaders intègres, exemplaires, et qui soient capables de représenter ce que j'appelle les réformateurs d'une démocratie qui aura des racines. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut espérer des élections sans tension en Côte d'Ivoire, Serge? C'est possible. C'est possible, c'est sûr à quoi on devait tendre. Mais cela passe, comme Dr Meba l'a dit, c'est une question de volonté pour moi. C'est juste une question de volonté. Parce que, vous savez, quand on décide d'être fair play, c'est parce qu'on décide d'être fair play qu'on est fair play. Ouais. Vous avez une élection qui est une compétition électorale. C'est une compétition. Vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Mais il faut avoir quand même cette hauteur d'esprit pour accepter la défaite. Mais quand déjà vous partez sous le postulat que vous n'êtes pas prêt à accepter la défaite, on a entendu en Côte d'Ivoire ici, on gagne ou on gagne. Ouais, c'est des slogans qui préparent les gens à la contestation. Quel que soit Alpha, voilà, quel que soit, on doit gagner, on gagne ou on gagne. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Qu'on gagne ou on gagne, bon, les résultats sont là. Ça veut dire que même si je perds, je vais gagner. L'autre défi, c'est le changement de mentalité. Voilà. Est-ce qu'on peut y arriver, Serge? Enfin, Gaël. Oui. Comment on y arrive? Par l'éducation, par la formation. C'est tout. Et puis, vous voyez, en fait, comment fonctionne la société. L'État même lui-même d'abord, c'est-à-dire le pouvoir central, doit prendre cette préoccupation-là comme une priorité. Éduquer les masses là. Parce qu'il ne faut pas oublier, sincèrement, Dr Kone Mebra disait tout à l'heure que depuis le primaire, l'éducation civique et tout, nous on a connu ça. C'est ça. Mais aujourd'hui là c'est différent. C'est différent. Donc il faut revenir en fait à ce que nous on a connu, qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut revenir à cela. Et puis à côté de ça, les organisations de la société civile, au lieu de tout le temps être apparentés à un parti gauche ou bien droite et tout, c'est ça là, leur mission. Faire des tournées pour sensibiliser. C'est dans la sensibilisation, l'éducation des masses, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes sûr qu'un citoyen bien formé, qui sait c'est quoi la démocratie, qui sait c'est quoi le patriotisme, qui sait ce qu'il faut faire lorsqu'il y a contestation dans une élection et tout, en tout cas un citoyen qui est prêt, qui est bien formé, vous pensez qu'on peut lui dire de descendre dans la rue pour une raison ou une autre et puis lui va descendre dans la rue? Alors finalement, tout est quand même pour aboutir à ces élections apaisées, il y a des priorités. Pour vous, ce serait quoi la première? La première, celui qui organise l'élection, il faut que les partis politiques n'y soient pas, n'y soient plus.
Deuxième élément, il faut même au niveau du personnel, du cadre politique, ceux qui sont candidats, vraiment il faut une bonne dose de patriotisme, d'honnêteté et surtout de fair play, de bonne foi. Et puis si je veux donner un dernier élément qui pourra tout régler, relativement à tout ce qu'on sait et tout ce qu'on connaît sur le processus électoral, que ce soit en amont ou en aval, parlant de l'environnement électoral et tout ce qui va avec, il faut qu'on accepte que notre société, sous toute autre forme de dialogue qu'on peut organiser, s'asseye. Quand je parle de la société, c'est le pouvoir, c'est l'opposition, c'est la société civile, ce sont nos religieux, tout ceux-là qui forment la couche le corps social, s'asseye et qu'on se mette ensemble à travailler sur tous ces textes-là, les mettre à jour, arrêter quelque chose qui serait vraiment consensuel pour tous, de sorte à ce que quand on finit d'arrêter cela, on ne vienne plus encore dire autre chose derrière, qu'on vienne modifier. En tout cas, je pense que sur tout cela. S'asseoir, d'accord, mais est-ce que les esprits sont prêts à cela? Est-ce que vous pensez véritablement que la confiance peut être restaurée entre les populations et ceux qui les dirigent, justement? Bien sûr, parce que les populations, elles attendent beaucoup de leurs leaders. Leurs leaders doivent les inspirer l'exemplarité. Alors que ce que la population constate aujourd'hui, c'est que la plupart des leaders qu'ils suivent, en réalité, ne sont pas exemplaires. Ce qui fait que ces populations-là voient les carences, voient les insuffisances dans le fait de se dédier, dans le fait de finir par ne pas respecter ce qu'on a critiqué hier, ce qui fait que les populations sont désabusées. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours en appeler à un précurseur. C'est pour ça que moi j'insiste sur l'intégrité du leader. C'est celui qui est devant, qui change l'équipe. Quand l'équipe nationale va en compétition qu'elle ne gagne pas, on n'indexe pas individuellement les joueurs, on indexe l'entraîneur. C'est la tête qui détermine tout. Si à ce jour, 25 ans après le discours de la boule, on est en train de tâtonner, on est en train d'assombrir l'atmosphère électorale, on a le sentiment de n'avoir pas évolué, c'est parce que tous les leaders que nous avions eus ont leur part de responsabilité. Ceux qui devaient travailler à rassembler, à protéger, à renforcer l'unité nationale ont plutôt travaillé à diviser les populations avec des discours tribaux. Regardez en Côte d'Ivoire, un peu plus, il y a 61 ethnies, 5 provinces, plusieurs communautés. Il y a des régions, même quand votre projet politique est vrai, il est bon parce que vous n'êtes pas affilié à une organisation régionale des lieux, on ne peut pas voter pour vous. Mais une mentalité comme ça, c'est pas démocratique. C'est à la limite, c'est un obstacle même au développement. Parce que si cet individu qui prêche cette idéologie a toutes les aptitudes pour vous sortir d'affaires, mais parce qu'il n'est pas de la même ethnie, parce qu'il n'est pas de la même province que vous refusez de voter pour lui, est-ce qu'on peut parler là de maturité démocratique? Alors vous parlez de maturité. Les responsables, ce sont les leaders politiques. Vous parlez de maturité démocratique. Ce que côté Dr Mibra dit, c'est ce que moi j'appelle la pédagogie par l'exemple. Vous voyez, Gaël a dit, depuis l'école primaire, nous enseigner l'éducation civique, tout ça. On vous dit à l'école, il n'est pas bon de tricher, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants, c'est ce qu'on les enseigne depuis l'école primaire jusqu'au collège. Et puis, vous constatez que vos leaders, à une élection, ils fraudent. Bon, quel exemple vous voulez que... Je vais dire comment ils le répercutent sur le terrain, les jeunes gens. Quand ils grandissent aussi, ils rentrent dans la sphère politique, mais c'est les mêmes pratiques, on vous a vu faire. Donc, c'est pourquoi on parle de la pédagogie par l'exemple. Quand vous dites aux gens,
Je n'ai pas fraudé. Il faut Vous que me donnez vous-même l'exemple. donnez l'exemple. On va terminer cette émission parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je vais vous accorder à chacun 1 minute, mais vraiment 1 minute top chrono. Est-ce que vous pensez véritablement que les élections en Côte d'Ivoire peuvent rimer avec apaisement? Pour moi, Serge. c'est possible. C'est ce à quoi on devait tendre. Mais pour y arriver, pour moi, il y a essentiellement une chose. Il y a beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter à une chose. C'est-à-dire, je vais dire, c'est un peu une révolution mentale pour moi, de tous les acteurs. C'est-à-dire, il faut définitivement accepter de comprendre qu'une élection était simplement un jeu. C'est un jeu. Là, on parle même de jeu électoral, c'est un jeu où on y va, on peut gagner comme on peut perdre. Et quand on perd, c'est pas la fin du monde. Quand on gagne, c'est bien. Merci Tant beaucoup, qu'on Serge. n'a pas compris ça, les élections vont malheureusement continuer de rimer avec violence en Côte d'Ivoire. Élection, apaisement, est-ce possible dans notre pays? Oui, c'est possible. C'est possible dans la mesure où tous les leaders acceptent de respecter les règles. Comme je le disais tout à l'heure, les règles sont établies. Il faut qu'on arrête de tripatouiller et d'interpréter les règles chacun à sa façon. Ça relève de la mauvaise foi. Et tant qu'il y aura la mauvaise foi sera la chose la mieux partagée en politique pour nous, et l'apaisement ne va pas suivre. À côté de cela, moi je vais encore m'intéresser au personnel politique. Le personnel politique doit être un personnel de probité morale. Ils doivent donner l'exemple. Ils doivent connaître le fair play. Ils doivent savoir accepter la défaite quand il y a la défaite. Élection, ce n'est pas la guerre. Une élection, ce n'est pas la guerre. Une élection, c'est un moment de partage. C'est un moment de changement de vision. C'est tout. C'est un moment d'échange d'idées pour faire avancer le pays, pour faire avancer la nation. Voilà. Si tout le monde comprend comme ça, et surtout, il y a aussi le jeu des intérêts. Il faut qu'on se dise que même si on n'accède pas aux affaires, ceux qui sont aux affaires aussi doivent pouvoir ouvrir le jeu pour que les plus compétents puissent s'exprimer. Mais quand ils sont aux affaires, qu'ils s'accaparent tout, ça tend vraiment les choses. Merci beaucoup, Gaël. On va terminer avec vous, docteur Mebra. Apaisement après élection en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité? On peut en faire une réalité. Je dis toujours, ce qui n'est pas possible n'existe pas. Si les moyens d'élire le chef existent, c'est qu'il est possible de parvenir à la perfection de son application. Donc, on peut obtenir un scrutin bien organisé à côté de nous au Ghana, à côté de nous au Sénégal. Des peuples de nos communautés l'ont réussi. On peut donc réussir parfaitement à organiser une élection en Côte d'Ivoire sans violence. Mais je l'ai dit, et je vais terminer sur ça, cela relève de la grandeur d'esprit de ceux qui sont à la tête des organisations politiques. Accepter que même quand on organise une élection, on peut la perdre. Donc créer des conditions objectives. De sorte que si on perdait... Vous serez prêt, mais de façon personnelle, après une élection que vous organisez vous-même? C'est pour ça peut-être qu'on va réfléchir s'il ne faut pas venir en politique, pour rénover l'atmosphère, pour chasser l'obscurantisme qui y règne. Et une autre proposition que je vais faire pour terminer, c'est de digitaliser le scrutin. Je pense que c'est la forme la plus peut-être parfaite qui va nous éloigner des tricheries, de manque de transparence. On a pu le voir justement à l'Assemblée nationale lors de l'élection du président, M. Patrick Hachi. Merci, Dr Mebra. Merci, Dr Mebra, pour votre contribution. Merci à Serge Kofi. Merci également à Aouman, Gaël Lakwa. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis.